20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Maître Aïssata Tall Sall rejoint le camp présidentiel. Une décision mûrie en accord avec sa base selon la présidente du mouvement Oser l'avenir qui toutefois réitère son soutien à Khalifa Sall. Commission d'enquête parlementaire pour entendre Ousmane Sonko. La majorité présidentielle favorable à sa mise en place au moment où le principal mis en cause déclare ne devoir rendre compte qu'à la justice et notamment au procureur. À quelques jours de l'ouverture d'une campagne électorale partie pour connaître des tensions, les religieux appellent à l'apaisement. Conformément au niguel du Khalif général des Mourides, des prières ont été formulées à Massalikul Jinan ce lundi. L'église de son côté également réitère son appel à la paix. Et puis l'arène nationale abrite ses premiers combats de lutte mais aussi ses premières scènes de violence, une situation déplorée par les riverains qui réclament plus de sécurité aux abords de l'infrastructure sportive. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la présidentielle de 2019 et Maître Aïssata Tall Sall qui officialise son soutien à Macky Sall, la présidente du mouvement Oser l'avenir, qui a fait face aux médias mais aussi à ses militants, parle d'une décision mûrie et en accord avec sa base mais aussi tous les militants de son mouvement. Cher Diop pour les détails. C'est clair, maintenant, la décision est prise. La candidate recalée, Maître Aïssata Tall Sall, rejoint le président Macky Sall pour le soutenir à l'élection présidentielle. Nous avons décidé de soutenir le candidat Macky Sall. Bien évidemment, j'ai rendu compte des différentes rencontres que personnellement j'ai eues avec les candidats à l'élection présidentielle. Idrissa Seck, Ousmane Sonko, avec le président Macky Sall. Après mûre analyse de la situation politique, moi-même, mon opinion personnelle était que je soutienne le président Macky Sall. La présidente de Oser l'avenir parle d'une collaboration pour changer le pays. Nous avons un programme qui s'appelle la Société du Progrès. Lui, il a un programme qui s'appelle le PSE. Et l'autre soir, pendant tout l'entretien qu'on a eu, on a parlé des points saillants qui pourraient être des points de convergence entre la Société du Progrès et le PSE. Je suis convaincu que le candidat que j'ai entendu parler, s'il a la chance d'être réélu, deux choses fondamentales, il le fera pour ce pays. L'apaisement du climat politique et social, il y travaillera. Et cela nous importe. L'autre chose que j'ai comprise, c'est également le volet social de sa politique. Nous avons beaucoup parlé de la lutte contre la pauvreté. Une décision politique précise, Maître Aïssata Tall Sall. Pour elle, personne ne l'a poussé à rallier le camp présidentiel. Un de vos confrères m'a posé la question de savoir si je n'ai pas reçu de pression maraboutique. Personne ne me le dicte. Maintenant, j'écoute la base. Je suis avec la base, mais j'ai ma position. Maître Aïssata Tall Sall appelle tous les membres de Oser l'avenir à voter en faveur du président Macky Sall le 24 février prochain. Et même si elle a décidé de rejoindre la majorité présidentielle, Maître Aïssata Tall Sall réitère sa volonté et sa disposition à soutenir l'ancien maire de Dakar, comme elle l'a toujours fait. Par ailleurs, elle confirme sa démission du C25, le pôle de l'opposition. Nous l'écoutons toujours avec Cher Diop. Nous avons parlé de l'état de droit en général. Et dans l'état de droit, vous savez que la dimension justice, elle est fondamentale. Permettez-moi de ne pas mettre sur la table tout ce que j'ai dit avec le président de la République. Mais Khalifa Sall, il est mon frère, il est mon camarade, il est dans toutes mes pensées et mes actions. Je ne l'oublierai jamais dans ce que je fais. Vous savez, je faisais partie du C25 et vous voyez, je dis je faisais partie, parce que je parle français. Du moment où, avec ma coalition, nous avons décidé de soutenir le candidat Macky Sall, je ferai un courrier, parce que moi, mes positions, je les assume encore. Je ferai un courrier à l'ensemble de mes camarades de C25 pour porter à leur attention la décision qui a été souverainement prise par l'Assemblée générale de la coalition Oser l'avenir.
Actualité politique toujours avec cette tension notée à l'APR de Kaolack à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale. Les leaders qui n'arrivent pas à sceller l'union sacrée autour de leurs candidats ont installé leurs comités électoraux dans la division avec d'une part Diène Farba Sarr, Baïsis, Awa Gueye et d'autre part un autre camp composé du maire de la ville, Mariama Sarr, de Nafissatou Diop Cissé et de Mohamed Ndiaye Rahma. Une désunion qui naturellement risque d'impacter le bon déroulement de la campagne électorale dans une région aussi stratégique que Kaolack. Ibrahima Diamé pour la correspondance. Divergence ou stratégie de campagne, les deux tendances de l'APR se sont encore manifestées à quelques jours de la campagne pour la présidentielle. Le camp de Diène Farba Sarr d'un côté et celui de Mariama Sarr d'un autre. Chacun a installé son comité électoral parallèle. Diène Farba et compagnie étaient à la salle de conférence de la Chambre de commerce. Donc le ministre Diène Farba Sarr, coordonnateur départemental, avait convié à cette réunion aujourd'hui, donc à laquelle tous les leaders de Kaolack ont répondu présent. Au même moment, Mariama Sarr et son collège se retrouvent à la salle de délibération de la mairie pour le même exercice. C'était au tour de la commune de Kaolack de mettre en place un comité électoral. Le comité électoral n'est rien d'autre qu'un cadre organisationnel en vue de préparer des élections. L'installation des deux comités électoraux parallèles a eu lieu en même temps et chaque parti se targue d'avoir réuni la majorité de la coalition à ses côtés. Et nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir enregistré la présence de presque l'essentiel des entités de Kaolack. Sur le plan politique, nous avons les différents partis politiques qui sont là à Kaolack et tous ces partis sont représentés. Et tous les partis politiques qui sont venus, comme l'AFP, le PS, Yessal de Fada, l'APR, la LD, le modèle. Donc, je dis que la conclusion est faite. S'agit-il là d'une simple stratégie de campagne ou d'une impossibilité entre Diène Farba Sarr et Mariama Sarr de se donner la main et de se réunir autour de la table du terrain politique et aller ensemble? De toute façon, la situation est là. Les deux camps ont installé chacun son comité électoral le même jour et à la même heure. Et puis parlons à présent du scandale de 94 milliards relatif au titre foncier 1451R et dans lequel Ousmane Sonko serait impliqué. Ce dernier a déclaré que dans cette affaire, il n'a de compte à rendre à personne à part au procureur de la République. Une déclaration faite après que l'idée d'une commission d'enquête parlementaire est agitée justement pour l'amener à faire la lumière sur cette affaire à l'Assemblée nationale. Ce lundi, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s'est exprimé sur la constitution de cette commission d'enquête pour entendre le député. Et nous écoutons Aïmerou Gningue au micro de Mohamed Lamine Ndiaye. Sur l'affaire des 94 milliards, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aïmerou Gningue, soutient que l'Assemblée est totalement compétente pour constituer une commission d'enquête et que la rédaction de l'exposé des motifs est imminente. La personne qui a déposé la demande de constitution d'une commission est de mon groupe, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. L'exposé des motifs, une fois rédigé et déposé aujourd'hui dans les bureaux du président de l'Assemblée nationale, il est prévu que se tienne une réunion du bureau suivie immédiatement de la conférence des présidents. Le député Ousmane Sonko avait annoncé vouloir être entendu que par le procureur. Aïmerou Gningue soutient que le leader de PASTEF ne peut être entendu par le procureur sans l'aval de l'Assemblée. Il jouit d'une immunité parlementaire. Et personne, aucune institution ne peut l'entendre sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Alors en français, on dit qui peut le plus peut le moins. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où c'est l'institution dans laquelle il appartient qui met en place une commission d'enquête. Lui, en tant que représentant qualifié de la nation sénégalaise, donc il a vraiment un mandat de député. Donc il devrait venir s'expliquer sur des faits aussi graves, parce que toutes les autres parties prenantes seront invitées. Les membres de cette dite commission seront au maximum de 9, que les auditions débuteront certainement d'ici le 10 février. Ça va être une commission qui va être répartie entre le poids, en tout cas de la représentation nationale. Mais seront présents les députés de la majorité, les députés de l'opposition, constitués en groupe, et les non-inscrits. Ce qui veut dire que ce qui est recherché ici, ce n'est pas de faire une cabale, c'est de faire un travail sérieux où on écoute les gens s'expliquer sur des questions aussi importantes et qu'on pourra savoir en fait où se trouve la vérité. Sur certains
cette affaire des 94 milliards, la convocation de l'Assemblée nationale est prévue. Et puis une commission d'enquête parlementaire pour entendre le leader de PASTEF, les Patriotes. Une première, il faut le dire, dans l'avènement de cette 13e législature. La dernière en date remonte à la 11e législature sur proposition d'Iba Der Thiam. Alassane Ba nous rafraîchit la mémoire dans ce récit. La 13e législature à l'épreuve d'une commission d'enquête parlementaire. L'Assemblée nationale décide de se saisir du dossier des 94 milliards de francs CFA impliquant le parlementaire Ousmane Sonko et le directeur des domaines Mamour Diallo. Une procédure complexe qui va permettre aux députés de recueillir des éléments d'information sur cette affaire. Une démarche à ce lieu, mais cependant, le Parlement avait pourtant l'occasion de se saisir de plusieurs dossiers. Beaucoup de sujets qui intéressent les Sénégalais. L'exemple le plus récent, la polémique sur les contrats pétroliers et gaziers. D'ailleurs, le député Déthié Fall déclarait avoir saisi le bureau de l'Assemblée pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Mais rien. Depuis la 11e législature, aucune commission d'enquête parlementaire n'est mise en place par les députés, que des propositions. La dernière commission mise en place, c'était avec Iba Der Thiam sur le loyer. D'ailleurs, le chef de l'État Macky Sall s'était basé sur le rapport final pour la mise en place de la loi sur la baisse du prix du loyer. La 12e législature n'a pas connu d'enquête parlementaire. Plusieurs propositions ont été faites cependant, mais sans aboutissement. Et pourtant, le Sénégal est cité comme modèle dans plusieurs domaines. Au Tchad, au Niger, par exemple, la mise en place de commissions d'enquête parlementaire est devenue fréquente. Cette affaire de 94 milliards de francs CFA est plus que sérieuse et nécessite forcément des éclairages. Les députés chargés de contrôler l'action du gouvernement ont l'obligation de savoir ce qu'il en est réellement. Et puis, ça y est, les observations de la mission de l'Union européenne sont dans la capitale, dans le cadre de la mission d'observation de l'élection présidentielle du 24 février prochain. Au total, 28 observateurs déjà à Dakar, 56 autres arrivent à une semaine du scrutin en renfort. Les précisions d'Elena Valenciano, elle est chef de la mission d'observation de l'Union européenne. Ses propos sont recueillis par Koumba Amadlo. D'abord, il y a un message général qui est de communiquer qu'il est très important de maintenir un climat de tranquillité pour que les citoyens se sentent convoqués à participer aux élections. Donc tous les acteurs politiques devraient faire un effort pour que, en effet, le processus soit paisible. Nous allons soulever le sujet avec nos interlocuteurs. Pour l'instant, nous démarrons nos réunions avec les candidats, mais aussi avec l'administration électorale et le gouvernement. Et nous, bien sûr, essaierons de faire de notre mieux pour que ce message de non-violence, de tranquillité, soit passé aux interlocuteurs et aux citoyens et citoyennes du Sénégal. Et à quelques jours d'une campagne électorale parti pour connaître des tensions, les religieux appellent à l'apaisement. À la mosquée Massalikul Jinan ce lundi, les fidèles se sont pliés à la volonté du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Récital de Coran et Khassida ont retenti dans la mosquée, des prières formulées pour la stabilité et l'apaisement du climat politique à un mois du scrutin. Maïmouna Ndiaye. Ils ont répondu présents à l'appel du khalife général des Mourides dans la ferveur. Des prières pour une élection apaisée. Ces fidèles veulent ainsi cultiver le pardon et la solidarité. C'est un appel que nous sommes en train de vivre avec une très grande ferveur. Donc au moment même où je vous parle, 28 Corans ont été déjà lus pour que la paix soit vraiment permanente ici au Sénégal. Le message est bien passé, pas de demi-mesure. Le message est bien passé, pas de demi-mesure. Aux politiques surtout, pour que vraiment que tout se fasse dans la paix. Parce qu'ici au Sénégal, la paix est quelque chose de primordial, puisque nous sommes tous, disons, une même famille. Et comme le disait le grand Cheikh Ahmadou Bamba, il n'y a pas meilleure chose que la paix ici-bas et dans l'au-delà. Donc par rapport à ça, vraiment, nous demandons à l'ensemble des politiques d'aller demander le suffrage des Sénégalais et que voilà, au soir du 24 février,
qu'on puisse vraiment élire un président et que le 25, tout le monde puisse aller tranquillement au travail. Ces prières ont vu la participation de beaucoup de jeunes, notamment des femmes. Et puis l'appel à l'apaisement également réitéré par l'Église catholique, notamment la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque qui, à l'occasion de sa fête patronale ce dimanche, a saisi l'occasion pour alerter les paroissiens sur l'importance de l'intérêt national qui doit motiver leur choix. Le ministre de la Justice, un fils du terroir, invité à la cérémonie par l'équipe pastorale, a demandé à l'Église de prier pour une élection présidentielle apaisée. Les propos du ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, sont recueillis par Daniel Diouf et Younous Diatta. Ne choisissez pas un candidat parce qu'il est votre ami. Ne choisissez pas un candidat parce qu'il est votre parent. Ne choisissez pas un candidat parce qu'il vous a donné de l'argent. Ne choisissez pas un candidat parce qu'il est votre voisin. Mais choisissez plutôt en âme et conscience, être bon pour le pays. On s'achemine vers des élections qui sont capitales pour notre histoire. Nous voulons ici demander que des prières soient formulées pour que ces élections se passent dans le calme, dans la sérénité, et que le peuple sénégalais, dans sa souveraineté, décide librement de son destin. Et puis retrouver l'intégralité de cette fête patronale de l'église Sainte-Agnès de Rufisque dans le programme Chemin de la foi présenté tous les dimanches par notre collègue Daniel Diouf. Appréhendés par la police ce matin à l'issue d'une conférence de presse tenue dans un hôtel de la place, les 4 membres du collectif des 22 notaires non encore titularisés ont finalement été relâchés. Ces derniers accusent l'État du Sénégal de refuser de signer le décret de nomination leur permettant d'intégrer le cercle des notaires et de pouvoir disposer d'une charge. Les détails avec Aïssatou Gueiba. Frustration et désolation, sentiments éprouvés par ces 22 jeunes notaires issus d'un concours. L'origine de leur mécontentement, la sortie par le président de la République relative à leur corporation. Depuis qu'on a fini notre stage, on s'est approché du ministère de la Justice et celui-ci avait pris la décision d'ouvrir 32 nouveaux cabinets de notaires. Nous avons ici le projet de décret qui devait être soumis à la signature du président de la République. Mais alors qu'on s'attendait à cette signature, parce que nous sommes 22, on se disait comme c'est 32, on aurait à avoir chacun son cabinet. Alors qu'on attendait cela, que le projet, au lieu de 32, maintenant c'est 7 nouvelles charges de notaire. Et ce projet-là, le plus dur, c'est que c'était un projet caché. Il le prenait, mais il le prenait en catimini. Nous réclamons notre nomination dans les meilleurs délais, immédiatement. Outre cette marche, ces jeunes prévoient de mener d'autres plans d'action. Tout de suite là, nous allons tenir un sitting devant le secrétariat général du gouvernement. Ensuite, à partir de demain, nous allons tenir dans la journée nous allons exercer d'autres moyens de pression. Et enfin, mercredi, devant les grilles du palais, nous allons procéder à l'émulation de tous nos diplômes, y compris les diplômes de notaire. Puisque ça ne sert à rien d'avoir des diplômes dans ce pays, autant les transformer en feu et en centre. La principale préoccupation pour ces jeunes notaires, la signature de leur décret de nomination. Ils demandent aujourd'hui leur intégration dans la profession. Et puis je vous l'annonçais donc tout à l'heure, vous les notaires les notaires non encore titularisés que vous venez d'entendre se sont exprimés juste avant leur arrestation. Ils ont donc été libérés par le commissariat du Plateau sur ordre du procureur. Ils se disent toutefois déterminés à poursuivre le combat suite à cette arrestation qui, selon eux, est synonyme d'intimidation. Et pour rappel, ils sont au nombre de 22 admis au concours général des notaires depuis 2013. Nous retrouvons Mansour Diop, président du collectif. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. C'est effectivement une conséquence de nos actes qu'on a posés de manière délibérée pour montrer notre défiance par rapport à l'autorité qui n'a pas de parole, qui a laissé prospérer les intrigues et le lobbying des notaires sur sa déclaration, sur son honneur et sur sa parole. Oui, nous sommes des citoyens sénégalais, des justiciables. Nous avons été interpellés. Donc nous étions entre les mains de la justice. C'est la justice elle-même qui a décidé de nous élargir. Il n'y a pas une seule virgule qui sera modifiée sur notre détermination. Si les gens pensaient que
à travers, entre guillemets, notre arrestation ou notre interpellation, nous allons, ça allait refroidir nos ardeurs. Ils se sont trompés de manière lourde. Nous allons continuer de plus belle à mener le combat parce que c'est pour le principe. Tous les Sénégalais qui méritent de devenir notaires doivent pouvoir le devenir sans qu'on attende qu'ils aient un pas. Allez, parlons à présent de ce cri de cœur des ex-employés actionnaires des ICS. Ils réclament depuis 2002 le paiement de leurs actions, des doléances exprimées lors de leur sit-in tenu à Tivaouane. Reportage avec Charanta Diop et Saïlatia. La salle de délibération de la mairie de Tivaouane s'est avérée trop étroite pour contenir les ex-employés actionnaires des ICS qui ont exprimé leur ras-le-bol face à l'attitude du nouveau repreneur des ICS. Ils réclament leurs actions. Nous réclamons 300 millions par actionnaire, par dommages et intérêts. Depuis 2002 jusqu'en l'an 2019, nous sommes au nombre de 2056 actionnaires. Vous voyez cela? Nous sommes des pauvres. Vous le voyez là. La plupart des ouvriers et employés sans épargne, sans ressources, ont malgré leurs contraintes de dépenses familiales, de substances, fait le sacrifice d'emprunter pour acheter leurs actions, dettes déduites de leur salaire sur plusieurs périodes, faisant ainsi la preuve de leur attachement indéfectible à leur entreprise. Ces ex-travailleurs des ICS demandent au chef de l'État d'intervenir dans le dossier. Nous interpellons le président de la République. Nous avons des documents que nous savons que l'État du Sénégal ne détient pas. Et nous sommes disposés à lui donner s'il le fait, pour éclairer. C'est le Sénégal qui le demande. Avec la justice de notre pays, nous avons confiance. Ceux qui n'ont pas confiance à notre justice, ce n'est pas nous. Les plaignants lancent un appel à tous les ex-travailleurs des ICS de prendre toutes les dispositions pour assister au jugement prévu le 28 de ce mois au tribunal du commerce de Dakar. Exécution de la phase 2 du plan Sénégal émergent, le secteur privé national pour un partenariat plus dynamique avec l'État du Sénégal. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal est prête en tout cas à s'engager davantage. La CNES a initié ce lundi une rencontre dans le but de manifester sa volonté de jouer un rôle plus important dans la matérialisation de cette seconde phase et dans l'atteinte des objectifs fixés par l'État du Sénégal. Compte rendu avec Aminata Mbaresso. Ils sont membres du secteur privé national. Pour l'exécution de la phase 2 du plan Sénégal émergent, la Confédération des employeurs du Sénégal ne veut pas être en reste. Dans la phase maintenant dite phase 2, avec l'État, nous sommes en train de discuter pour rattraper cela. C'est pourquoi nous disons que l'État dit « je veux que le secteur privé national soit au cœur de cette phase 2 ». Nous disons banco. Mais pour le faire, mettons-nous autour de la table. Passons en revue les projets, puisque nous sommes dans une phase de plan d'action prioritaire. Et ensuite, bien entendu, le secteur privé devra prendre ses responsabilités. Mais en conjuguant les efforts, je pense que nous apporterons les réponses qui pourront satisfaire justement les entreprises et je pense qu'ils pourront réduire largement les frustrations qu'il y a eu par rapport à la phase 1. Une meilleure part dans les marchés publics qui passe par une levée de certains goulots d'étranglement. Il y a trop de dispositifs d'appui au secteur privé qui ne sont même pas connus par les secteurs privés. Hein? Il y a aussi le problème de l'accès au marché. Tout ça constitue des problèmes de fond sur lesquels il faudrait précisément les régler de manière absolument très précise. Un appui financier aux petites et moyennes entreprises, entre autres plaidoyers. Par exemple, les appuis peuvent être des subventions, les appuis peuvent être des dégrèvements fiscaux, les appuis peuvent être, etc. Même de découvrir des marchés nouveaux pour les entreprises. Parce que l'État a une capacité informationnelle beaucoup plus grande. Les membres de la CNES projettent également une rencontre avec les candidats à l'élection présidentielle, une manière d'avoir une idée beaucoup plus claire sur leurs programmes économiques. Et ce 28 janvier est célébrée la journée mondiale dédiée aux données personnelles. Et pour marquer l'événement, la CDP, la Commission de protection des données personnelles, a tenu une rencontre avec les étudiants et notamment ceux du lycée Limamoulaye, mais aussi de l'ESMT. Objectif, les amener à prendre conscience de la nécessité de protéger leurs données personnelles. Awa Ndiaye est directrice de la CDP. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aïssatou Paye.
Cette fois-ci, nous allons nous adresser aux jeunes. Nous devions en réalité aller au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Et nous nous sommes dit, bon, c'est une excellente occasion pour faire venir les jeunes ici, leur demander de venir à la CDP pour rencontrer les différents directeurs de la CDP, mais également voir nos locaux, qu'ils sachent un petit peu comment fonctionne la CDP de l'intérieur et pour pouvoir entamer avec eux une bonne discussion, un bon échange avec les différents services, les différentes directions qui existent à la CDP, mais également c'était aussi le lieu pour inviter en même temps des startups, des jeunes startups qui sont dans le monde du numérique et qui ont un focus assez important sur la protection des données. Donc nous avons fait ça et nous avons profité également pour inviter notre équipe gagnante du hackathon également qui a mis en place une application que nous sommes en train de finaliser. Nous avons tous invité à venir échanger avec les enfants, échanger avec nous. Et autre journée mondiale, c'est celle des douanes célébrée dans le Nord et précisément à Ross Béthio. Les douanes qui enregistrent chaque année 6 milliards de recettes et ce à travers la saisie de produits frauduleux en provenance des pays limitrophes. Le colonel Maindiaye, directeur des douanes du Nord, revient ici sur le rôle de veille et de sécurité de la douane aux abords de nos frontières. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diop. C'est une administration qui travaille au service de l'État. Mais malheureusement, ces missions ne sont pas bien cernées et c'est des occasions pareilles qui nous permettent en tout cas de discuter avec les opérateurs, avec les autorités pour les sensibiliser sur la nécessité d'accompagner cette administration qui est au service de l'intérêt général. Et comme vous le savez aujourd'hui, le thème de cette année porte sur des frontières intelligentes et comme vous le savez, le gouverneur l'a dit tout à l'heure, l'intelligence ne saurait en tout cas s'appliquer à des frontières parce que comme je vous l'ai dit, nous a valu d'énormes satisfactions et je crois qu'avec l'équipe actuelle, il y a une tendance vraiment remarquable parce qu'au mois de décembre, on a fait 900 millions. Ce mois, on a fait plus d'1 milliard et ça, je crois que c'est à l'actif en tout cas de la nouvelle équipe. Et je les ai exhortés à travailler davantage parce que, comme vous le savez, nous sommes un pays sous-développé qui compte beaucoup, surtout dans le contexte de la mise en œuvre du PSE, sur les recettes publiques pour en tout cas financer les différents projets. Et nous restons avec la douane qui fait également des bons importants en termes de recettes douanières dans la région du Sud, près d'1,8 milliard de recettes. Révélation faite à Ziguinchor en marge de la commémoration de cette journée internationale de la douane. Et nous écoutons cette fois-ci le directeur des douanes du Sud, Alassane Ba. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Recette douanière, notre progression est autour de 15-18% par rapport à l'année dernière, vers 1,8 milliard, donc c'est déjà quelque chose d'important. Donc je pense que nous, on ne peut pas tout de suite parler de recettes douanières dans la zone, on attend beaucoup. Mais je pense qu'avec la dynamique engagée aujourd'hui, d'assainissement, etc., de certaines zones, je pense qu'on va y arriver. Ici, les forces de défense et de sécurité se complètent, comme l'a dit le Comzone dans son exposé. L'armée est avant l'action de la douane, l'armée accompagne l'action de la douane et intervient après l'action de la douane. Et ça nous a valu des résultats extraordinaires. Je m'en veux pour preuve les résultats enregistrés pour cette année-ci, par le seul fait des forces de défense et de sécurité, dont l'armée, la police, la gendarmerie, etc., indépendamment vraiment des efforts que nous avons menés collectivement. Et le pont, dès l'instant que ça ne peut plus constituer des bouchons, ça pourrait permettre l'acheminement rapide de marchandises à partir du port de Ziguinchor parce qu'il est question également de parler de la relance de port et ce pont-là, bien qu'éloigné, va y contribuer largement. L'administration des douanes sénégalaises qui fête certainement ses performances à travers l'organisation d'une randonnée pédestre conjointe avec le port autonome de Dakar, une manière de symboliser le partenariat dynamique et fécond qui prévaut entre les deux entités. Nous écoutons tour à tour le directeur général de la douane, Omar Diallo, et le directeur général du port autonome de Dakar, Aboubacar Sadir Bey. Ces images sont signées Khaline Ndiaye. De fraternité d'abord et de complémentarité. Nous comptons beaucoup sur la direction du port pour améliorer encore davantage ses performances. Parce que l'essentiel, je dis, des marchandises sont débarquées ici. Et si nous renforçons la bonne prise en charge de ces marchandises, nous renforçons le contrôle de ces marchandises dans la célérité, dans la transparence, nous pouvons faire encore davantage de recettes.
D'abord, la sécurisation, c'est les soldats de l'économie, c'est eux qui observent tout le monde, c'est eux qui huilent. Les process vont être beaucoup plus rapides. L'enlèvement de la marchandise va être beaucoup plus rapide. L'accompagnement sur le corridor malien devra être plus rapide. Et ouvrir sur le Burkina, sur le Niger. Allez, parlons environnement à présent. Lutte contre la déforestation et la coupe abusive de bois. L'arrondissement de Simbanding très menacé au banc des accusés des trafiquants de connivence avec certains chefs de village. Des chefs de village qui justement viennent de prendre part à une session de formation sur les dangers de telles pratiques. Bakary Conté. L'arrondissement de Simbandi Brassou est touché par la coupe abusive de bois. Des trafiquants exploitent inégalement les forêts. Le sous-préfet de Simbandi Brassou, Ousmane Sané, prêt à traquer les trafiquants. La situation est en train de se détériorer, mais l'État est en train de prendre les dispositions nécessaires. Et d'abord pour traquer tous ceux qui font en tout cas cette contrebande, ou en tout cas ce que j'ai l'habitude de dire, les criminels de l'environnement. L'État va les traquer, mais nous allons aussi essayer de sensibiliser les populations. C'est dans ce sens, et c'est tout le sens vraiment de ces rencontres-là, sensibiliser les populations pour qu'ils sachent que, en tout cas, c'est eux les premiers bénéficiaires des forêts et de l'environnement. Donc il faudrait qu'eux-mêmes aussi qu'ils participent à la protection de l'environnement. Les chefs de village accusent l'État d'être responsable de cette situation. Ces coupeurs de bois viennent avec des papiers signés par le service des eaux et forêts ou bien dans les communes. En même temps, on nous dit qu'on doit protéger la forêt en refusant toute pratique illégale. On ne sait plus quoi faire car c'est l'État même qui donne des autorisations de coupe de bois. USAID, AUILI, SRS organisent des sessions de formation pour encadrer ces chefs de village. Le projet intervient dans le peace building, ça veut dire la construction de la paix. Donc nous voulons que les problèmes qui gangrènent ces villages-là puissent être résolus à travers une conscientisation des populations, mais surtout le leader communautaire. Aujourd'hui, si vous voyez ici, on a des chefs de village. Le projet participe à mettre en place des structures communautaires pérennes et inclusives qui puissent prendre en charge les préoccupations des populations. L'arrondissement de Simbandi Brassou est aussi frappé par d'autres conflits liés au foncier. Le sous-préfet appelle au dialogue. L'œuvre et la dimension du saint Cheikh Ahmed Tidjani revisitée à travers la parution d'un ouvrage, Jawahirul Mani. C'est l'intitulé du livre du docteur Cissé Kane, une compilation d'exégèses, de questions, réponses et correspondances du saint homme illustre fondateur de la Tidjaniya. Aïssatou Paye nous fait découvrir l'ouvrage. Jawahirul Mahani, joyau d'essence, accès aux aspirations. Ce sont en ces termes que Dr Cissé Kane nous interpelle en nous plongeant à la quête de la spiritualité. Le meilleur moyen qu'il ait trouvé pour cette ascension, la vie, l'œuvre, le parcours de Cheikh Ahmed Tidjani Chérif. C'est le livre de chevet pour les gens qui cherchent Dieu, pour les gens qui cherchent à savoir quels sont les ressorts de la spiritualité, comment l'homme il doit évoluer dans ce monde. Le déclic, c'est d'avoir vu un homme de Dieu enseigner cet ouvrage et d'avoir reçu un certain nombre de lumières, de signes de l'importance de la tariqa Tidjane. J'ai voulu faire en sorte que cet enseignement-là soit partagé, parce que le livre en lui-même est un livre très profond. Un livre des plus explicites, dédié aux néophytes, en quelque sorte. Pouvoir rendre accessible ce livre avec des explications, avec des commentaires, c'était utile pour les non-initiés. Parce que c'est un livre ardu, parce que Cheikh Ahmed Tidjane était un intellectuel accompli. Et il écrivait dans un arabe très profond. Et comme il parle de spiritualité, il y a beaucoup d'aspects qui sont très ésotérique pour les non-initiés. Il n'en est pas son premier ouvrage. Dr Cissé Kane est auteur de dizaines de publications.
Et parlons petit détour par l'Arène nationale avant de clôturer cette édition. L'Arène nationale qui a abrité ses premiers combats de lutte ce week-end, mais constat de nombreuses agressions ont donc été notées aux abords de l'infrastructure. Une situation qui pousse les riverains à réclamer plus de sécurité. Les Sénégalais interrogés par nos reporters revendiquent d'ailleurs le détachement du groupe mobile d'intervention promis par les autorités à l'inauguration de l'édifice. En attendant, le Conseil de la jeunesse de Pikine, lui, s'engage à installer désormais des comités de défense pour protéger les amateurs de lutte lors des prochains combats. Salif Sow. Hier, ce qui s'est passé, et avant-hier même, ces 2 jours-ci, ce qui s'est passé, il y avait des combats de lutte au niveau de l'arène nationale. Maintenant, ce qui s'est passé, après les combats, les jeunes, en fait, les supporters de ces lutteurs sont sortis dans la rue, essayer de braquer quelques voitures qui passaient, mais aussi de voler le téléphone de certains passagers qui passaient. Maintenant, le plus grave est que parfois même ils descendaient dans les maisons. Maintenant, ce problème, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on nous avait promis, que l'arène nationale va abriter au moins des postes de police, de gendarmerie et autres bâtiments connexes. Maintenant, le problème est qu'ils nous ont forcé la main pour nous construire cette arène nationale, que nous n'avons pas voulu. Hier c'était exceptionnel. Il fallait être là pour voir la scène, pour voir les événements. Ils trouvaient même les gens jusque dans leur maison pour les agresser. Ce n'était plus même de l'agression, c'était vraiment exceptionnel. On ne pouvait pas décrire la scène qui se passait au niveau de Pikine Nord. Et nous avions alerté les autorités, nous avions alerté le préfet, nous avions alerté la police. Mais jusqu'à présent, aucune mesure d'accompagnement n'est encore prise. Nous demandons un détachement de camp. À défaut, nous, en tant que des jeunes, nous allons prendre notre propre responsabilité en sécurisant les populations de Pikine Nord. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.